Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, authenticité, excellence, transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globe-trotteur pour l'émission Échappée Belle, et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous propose une immersion sous terre pour découvrir ses atouts et ses mystères, comprendre comment nos déchets alimentaires peuvent être le terreau d'une vie qui se crée puis prolifère et qui de mieux pour en parler que Monsieur Ver de Terre. Et oui, en ce jour, avec mon invité, on ne va pas s'exprimer qu'en vers, ni contre tous d'ailleurs, mais on va parler compost. Et oui, comme en musique, le sol est lui aussi majeur et le compost son riche allié. La terre abrite une microfaune quasi invisible. Quelle est-elle? Qu'apporte-t-elle au jardin? C'est le moment de savoir comment œuvrent ces travailleurs silencieux, ô combien précieux à l'équilibre de la biodiversité et de l'épanouissement du monde végétal. Et qui mieux que Vincent Desbois, spécialiste s'il en est, pour nous l'expliquer. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Bonjour Jérôme. Je te présente à ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tu es ingénieur en agroalimentaire, spécialisé dans le compostage depuis une vingtaine d'années. Et comme je le disais, on t'a surnommé Monsieur Ver de Terre au sein de l'entreprise Moulineau, spécialiste des déchets alimentaires, où tu travailles en banlieue parisienne. Petit aparté, Moulineau me fait forcément penser au sketch de Coluche et de Monsieur Moulineau de Cajar, qui se demandait si le schmilblick était vert comme un ver de terre de chez Moulineau. Est-ce que le nom de l'entreprise est un clin d'œil à ce personnage ? C'est exactement ça. Ça parle qu'aux plus vieux, mais c'est exactement ça. Merci, gentil. Quelle est la spécificité de l'entreprise Moulineau ? Donc la spécificité de l'entreprise Moulineau, c'était qu'elle a été créée par un restaurateur, pour les restaurateurs, pour la valorisation des déchets alimentaires des restaurateurs. Et donc du coup, Stéphane Martinez, le créateur de Moulineau, a commencé dans ses propres restaurants à avoir un lombricomposteur dans sa cave. Et puis, comme il parlait des vers de terre à tous ses clients, ils ont fini par le surnommer Monsieur Moulineau. Et du coup, l'entreprise a été créée à ce moment-là et a pris le nom de Moulineau. Alors, je crois que ces déchets, ensuite, une fois compostés, peuvent, par exemple, être des fertilisants et créer du biogaz, notamment. Les biodéchets sont collectés, triés, et puis ensuite, ça a deux voies, soit le compostage, soit la méthanisation. Le compostage donc, pour faire du compost, ou la méthanisation pour faire du gaz, ensuite directement valorisé dans notre cuisine ou dans nos camions. Donc c'est une super idée, parce qu'il y a une énorme matière première qui finalement est inexploitée et qui part vraiment, pour le coup, à la poubelle. Exactement, ouais. L'Île-de-France, c'est 2 millions de tonnes de biodéchets, déchets alimentaires qui seraient valorisables. Donc chez Moulineau, vous recyclez, entre guillemets, vous compostez combien de tonnes, si c'est en tonnes ? Alors, Moulineau, c'est aujourd'hui une capacité de collecte de déchets alimentaires de 40 000 tonnes environ. D'accord. Sur ces 40 000 tonnes, il y en a à peu près 1500 tonnes qui vont sur notre plateforme de compostage. Et tout le reste part en méthanisation chez des partenaires agriculteurs méthaniseurs. Ah oui, donc ça fait quoi ? Ça fait 5% 5% que vous récoltez. Voilà, il y a encore du travail pour valoriser tous ces déchets alimentaires sous différentes formes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et, voilà. Mais ce sera bientôt obligatoire de le faire. Donc, ouais. En tout cas, ça l'est pour les restaurateurs. Ça l'est pour les gros restaurateurs. Les gros restaurateurs, d'accord. Mais d'ici le 31 décembre 2023, ce sera obligatoire pour tout le monde, y compris nous particuliers. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va avoir une organisation dans chaque ville où on va pouvoir venir, comme on déposait certains encombrants ou autres objets, eh bien on va venir mettre certaines matières à composter dans des composteurs, on va dire, urbains. C'est exactement ça. Il va falloir qu'il y ait une filière compostage, comme on dit dans le monde professionnel, qui s'organise pour pouvoir traiter tous ces déchets qui ne pourront plus aller ni à l'incinération ni à l'enfouissement. Alors Vincent, tu es également l'un des créateurs de Composter, spécialisé dans le compostage de proximité. Tu as mis en place et suivi de nombreux sites de compostage partagés. Alors, ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça avec des composteurs électromécaniques, statiques, rotatifs, manuels, à air pulsé. J'imaginais pas que le compostage puisse se reposer sur autant de technicité.
Alors, le compostage, c'est une technique assez simple. On en fait depuis très très longtemps. Donc, le trou au fond du jardin, c'était déjà du compostage, mais on peut l'améliorer, l'accélérer avec tout un tas de techniques en utilisant toujours des choses très simples, de l'eau, de l'air et des déchets verts et puis des déchets bruns. Voilà. C'est les 4 éléments principaux pour faire du compostage. Alors, tu disposes de la certification maître composteur et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le livre Lombricompost, recyclez vos déchets au jardin ou à la maison, paru chez Rustica en 2020. Un ouvrage très bien conçu d'ailleurs et très bien illustré, j'ai trouvé. Merci. Alors, avant de commencer sur notre thème du jour, je vais te poser la première question rituelle ici. Vincent, raconte-moi ton premier souvenir marquant, ta première émotion liée au végétal. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient maraîchers et agriculteurs, donc j'ai baigné dans ce monde végétal et proche de la terre. Et puis, j'ai aussi habité dans une maison avec une petite rivière au fond du jardin. Et c'est vrai que ce contact direct avec la nature, avec les éléments, ça m'a toujours interpellé. Et j'ai un père qui est très doué en tout ce qui est fleurs, plantes, jardin potager. Et du coup, quand j'étais petit, j'avais mon petit carré personnel de potager, rien que pour moi. Tu faisais pousser tes propres légumes. Exactement. Comme papa, et tu essayais de reproduire un petit peu Tout à fait. ce schéma-là. Et c'est, tu penses, ce qui t'a amené à faire ce métier ensuite, en tout cas à être sensible C'est ce à qui ce m'a milieu. permis d'être sensible à tout ce qui venait de la terre, à tout ce qui... à nourrir la terre, quoi. C'était vraiment important d'avoir une bonne terre pour faire des bons légumes. Donc du coup, comment on améliore et on nourrit cette terre-là, ça va toujours interpeller. Et cette idée d'essayer de ne pas faire de gâchis, d'essayer de peut-être revaloriser les déchets ou alors de rien laisser dans son assiette, c'est quelque chose aussi qui a fait partie de ton enfance? Oui, c'était ça. J'ai toujours l'habitude de raconter que quand il y a une vingtaine d'années, il y a des livres qui sortaient sur les 50 gestes pour sauver la planète, il y avait on mange ses restes, on les conserve. Mais je me disais, tout le monde fait ça en fait. Normalement, on devrait tous faire ça. Et pour moi, c'était naturel. Oui, et pourtant, c'est pas forcément le cas. On est quand même dans un monde qui gâche et qui surconsomme. Alors, on va parler à présent de notre star du jour, le ver de terre. Je n'aurais jamais imaginé d'ailleurs prononcer cette phrase improbable un jour. On lui a donné plusieurs surnoms et il en existe différentes espèces avec chacune une spécificité, paraît-il. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, communément, on appelle le ver de terre, c'est le ver de terre qui va sortir de la terre quand il va pleuvoir et qui va faire des petites crottes, des petits amas qu'on appelle des turicules, du caca de ver de terre. Donc celui-là, on l'appelle le ver de terre, mais en fait, il y a 3 familles de vers de terre. Ok. La famille des vers de terre de surface, donc on appelle épigées. Épi, ça veut dire dessus en grec. Épigée, c'est la terre. Il y a les vers de terre anéciques, donc ça c'est celui qu'on connaît le plus, le ver de terre commun, le lombric commun, celui qu'on surnomme le lombric. Et puis il y a le ver de terre endogé, qui lui est en grande profondeur, qu'on voit rarement, jamais, quasiment. Et donc chacun a un rôle sur la terre, mais tout ça c'est la famille des vers de terre. Est-ce que ça veut dire que chacun d'entre eux a sa zone de travail, si je puis dire? C'est exactement ça, oui. Donc les épigées, donc, qui sont sur la terre, leur rôle c'est de dégrader toutes les matières mortes qui tombent par terre. Donc la surface. À la surface, voilà. Ok. Les vers anéciques, pour simplifier, c'est ceux qui vont faire des allers-retours entre la surface et puis la moyenne profondeur, 20-30 cm de profondeur. Ils vont plutôt avoir tendance à creuser des galeries verticales. D'accord. Et Et puis ils les remontent vers- jamais en surface, eux? Si, ils remontent en surface, mais ils font des allers-retours, en fait. Ils ne restent pas en surface. Et puis, les vers de terre endogés, donc ça, c'est qui font plutôt des galeries horizontales et qui, eux, restent toujours à 30-40 cm de profondeur. Et quelle est la durée de vie d'un ver de terre? Alors ça, c'est la question à 100 € qu'on me pose tout le temps. Vraiment, ça intéresse beaucoup de monde de savoir quelle est la durée de vie de vers de terre. Alors que c'est une notion qui n'a pas beaucoup d'importance, puisque D'accord. le ver de terre se reproduit tellement vite et en tellement de grandes quantités qu'en fait, c'est plutôt ses conditions de vie qui sont importantes que sa durée de vie. Mais grosso modo, on dit que ça vit entre 6 et 7 ans, Ah un ouais. ver de terre. Et c'est énorme. C'est énorme. Enfin, bref, de mon point de vue, je n'aurais pas dit ça en tout cas. Ah oui, d'accord, donc ça prolifère vraiment, ça se Oui. reproduit de manière exponentielle, tu veux dire? Oui, oui, parce que donc, les vers de terre sont hermaphrodites. Donc, Ah. il en faut toujours 2 pour faire des petits.
Mais on considère qu'à peu près un ver de terre, c'est 250 descendants par an. Concrètement, quel rôle jouent-ils au jardin et pourquoi ils sont si importants, ces vers de terre? Alors, la première espèce, les épigées, les vers de terre de surface, son rôle, c'est de dégrader la matière morte qui est tombée par terre. Donc, Comme par exemple les feuilles dans les forêt? feuilles, les oiseaux morts, enfin, toute la matière organique. Donc, tout ce qui va pourrir, et ça va être le dégradé en éléments simples que la plante va pouvoir utiliser pour se nourrir. Les vers de terre qui font des galeries, qui font l'aller-retour entre la profondeur et la surface, vont creuser des galeries qui vont permettre d'amener cette matière qui aura été décomposée par leurs cousins du dessus jusqu'aux racines de la plante. Et puis, le ver de terre endogé, il est là pour aérer la terre et pour faire des passages pour que les racines des plantes puissent se développer plus facilement. Et donc, du coup, le ver de terre, c'est le jardinier de l'ombre, comme on dit. C'est le meilleur allié du jardinier, puisqu'en fait, il permet à la plante de se développer en lui faisant de l'espace pour les racines, en faisant des galeries pour l'eau et pour la nourriture qui viendra de la surface. Oui, j'allais dire l'eau, forcément, c'est un des éléments très importants. Donc ça crée des galeries, finalement, qui permettent d'irriguer un peu plus en profondeur. Ouais. Quoi. Voilà. Bon. Alors, quelles sont ces conditions de vie et où trouve-t-on ces vers de terre? On en trouve partout sur la planète? Alors, le ver de terre, grosso modo, il vit entre 0 et 30 degrés. On va dire que c'est sa plage de température. Donc, on n'en trouve pas au Sahara, comme on n'en trouve pas en Antarctique, enfin dans les endroits très gelés. Mais sinon, on en trouve partout. Il y a à peu près 2000 espèces de vers de terre dans le monde, différentes. Alors, qu'est-ce qui est dangereux pour eux? J'imagine que tout produit chimique les rend vulnérables. Quels sont les autres, excepté bien entendu les prédateurs? Alors, le ver de terre a une caractéristique, c'est qu'il concentre les éléments qu'il va manger. Donc, effectivement, il y a des éléments chimiques qu'il va concentrer, qui vont être létaux pour lui. Mais cette façon de concentrer les éléments est aussi importante pour la richesse de ces crottes, des crottes de vers de terre qui vont ensuite nourrir les plantes. Donc c'est important quand même qu'ils concentrent ces éléments. C'est une réserve de protéines pour tout un tas de monde, des oiseaux, aux cochons, aux sangliers, enfin aux batraciens, enfin tout le monde quasiment se nourrit de vers de terre, tout le monde animal. C'est le début de la chaîne alimentaire. Et donc le fait de mettre des produits chimiques dans la terre, c'est une des raisons qui fait que la terre est de mauvaise qualité parce qu'elle ne peut pas laisser évoluer le ver de terre? Alors, il y a deux raisons qui concourent à la disparition du ver de terre. Donc effectivement les éléments chimiques, mais comme tu disais tout à l'heure, chacun a un rôle et a un espace prédéfini. Et donc chaque fois que je vais labourer la terre, par exemple, ou je vais mettre sans dessus-dessous la terre, je vais casser la maison de chacun des vers de terre. Et donc les vers de terre qui normalement habitent en profondeur vont se retrouver dessus, mais c'est pas là qu'ils doivent vivre, donc ils vont mourir. Et ceux qui étaient dessus vont se retrouver dessous, et c'est identique, ils vont pas arriver à vivre. Donc il y a plusieurs actions. L'action humaine sur le ver de terre est relativement néfaste. En fait, si on veut laisser le ver de terre tranquille, il faut pas toucher à la terre. Et donc on n'inverse pas les couches dans l'ordre dans lequel elles ont été établies. Donc on oublie le motoculteur, par exemple? Alors, on oublie le labour profond ou la bêche de façon vraiment profonde où je mets sans dessus-dessous. Après, on peut aider le travail du ver de terre en décompactant la terre. Donc, il y a l'outil phare aujourd'hui, c'est la grelinette, par exemple. Voilà. Donc, on peut décompacter le sol, mais je ne retourne pas le sol. Et puis, on peut aussi accompagner le travail du ver de terre, en fait, en le nourrissant, en mettant un paillage sur le sol pour nourrir ces vers de terre. Et que le ver de terre, en fait, il est photosensible. Il craint la lumière. Et donc, si je lui mets une couverture sur la tête, eh ben, il va avoir tendance à venir travailler la terre jusqu'au-dessus. À la limite, quoi. À la limite, voilà. D'accord. Donc voilà, il faut travailler avec le ver de terre, en fait. Utiliser ses compétences pour nous rendre service en tant que jardinier.
Et pour ça, il faut connaître comment il fonctionne. Et c'est ce en quoi tu nous éclaires aujourd'hui. Et alors, on laisse venir le ver de terre tout seul, ou est-ce qu'il faut mettre quelques petits vers de terre? On achète des vers de terre, on les met dans son jardin. Comment ça se passe? Non, le ver de terre, il est réputé, je vais employer un mot un peu scientifique, ubiquit, c'est-à-dire qu'il peuple le milieu. Et le ver de terre pond des cocons qui agissent un peu comme les spores d'une plante, c'est-à-dire qu'ils peuvent attendre que les conditions de vie soient favorables pour que les petits vermisseaux sortent du cocon. D'accord. Donc ils peuvent attendre quelques temps, plusieurs mois, des fois plusieurs années, avant que les conditions soient favorables. Et à ce moment-là, ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Tu parlais tout à l'heure de turicules, si j'ai retenu le mot. Ce sont ces déjections, ces petites crottes, si je puis dire. Ça, c'est très riche pour nourrir la plante, pour nourrir le sol. Oui, c'est très très riche, puisqu'on considère qu'il y a, par rapport à un sol classique, il y a 7 fois plus d'azote, 11 fois plus de phosphore, 12 fois plus de potasse, qui sont azote, phosphore et potasse, qui sont les éléments principaux pour nourrir la plante. Donc c'est vraiment très très riche. Alors avant de parler de compost, je voulais savoir quels sont les autres animaux de cette microfaune souterraine, entre autres, qui permettent justement d'avoir un sol riche. Alors, on distingue plusieurs catégories d'animaux, en général en fonction de leur taille. Les vers de terre étant dans cette microfaune le haut de la chaîne alimentaire. Le haut du panier. Le haut du panier, par leur taille, mais pas forcément par leur nombre, puisqu'il y a toutes les bactéries, les champignons et tout ça qui concourent tous ensemble. Tout le monde se mange les uns les autres pour arriver aux vers de terre, qui concourent tous ensemble à faire un réseau d'habitants du sol pour rendre ce sol fertile, en fait. D'accord, c'est assez étonnant, ce monde un petit peu, comme tu le disais, de l'ombre tout à l'heure. Le ver de terre qui est aussi un élément important quand on fait du compost. J'aimerais que tu m'expliques déjà, on parle de compost et de lombricompost. Quelle est la différence entre ces deux composts? Alors, ce sont deux techniques complémentaires de valorisation des déchets alimentaires. On utilise le lombricompost lorsqu'on n'a pas de lien avec la terre, en fait. Donc, par exemple, si je suis en appartement, je vais faire quand même recycler mes déchets alimentaires, mes épluchures de fruits et légumes sur mon balcon. Je vais avoir un lombricomposteur, mais là, du coup, je vais introduire des vers de terre dans ma boîte et je privilégie cette population-là par rapport aux autres. Le compostage, en général, c'est un travail d'équipe. Donc, ce que je disais, bactéries, champignons, vers de terre, tout ce monde-là travaille ensemble. Et donc, il faut recréer un milieu, quoi. Autant les bactéries, les champignons, ils sont déjà présents sur les fruits et légumes, sur la peau, et ainsi de suite. Et donc, du coup, dans un lombricomposteur, ils vont déjà être là. Autant les vers de terre, si je n'ai pas de lien avec la terre, il va falloir que je les introduise à ce moment-là. Mais du coup, compostage et lombricompostage, c'est deux choses complémentaires. Quand on fait du compost dans son jardin, on fait aussi du lombricompost, puisque les vers de terre viennent dans notre compost. Voilà, celui-ci est entre guillemets naturel. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas introduit ces vers de terre. Comment tu pourrais définir le rôle du compost? Alors, le compost, c'est à la fois pour nourrir ma plante. Je vais lui apporter des éléments, des vitamines, si je puis dire, pour nourrir ma plante, pour qu'elle soit jolie. Mais je vais aussi nourrir mon sol, parce qu'en fait, je vais apporter de la nourriture pour toutes les petites bêtes qui sont déjà dans le sol. Et donc, du coup, je vais améliorer mon sol en nourrissant ces petites bêtes qui sont déjà là. L'idéal pour commencer un compost, ça va être le printemps. Et 1 an après, au printemps suivant, on aura le compost qui sera disponible pour les futures plantes qu'on va mettre au jardin à ce moment-là. Ce qui est important, c'est de le faire. Si je prends mon trognon de pomme, effectivement, il va se décomposer beaucoup plus vite qu'en 1 an. Oui. Et si je vais en apporter régulièrement dans mon composteur. Et donc, du coup, je laisse le temps au temps. Quel dernier conseil tu pourrais nous donner pour que notre compost se transforme en cette si précieuse matière et qui te paraisse indispensable et qu'on aurait omis de donner?
Alors, sur la stratégie compostage, c'est dès que vous pouvez, faites-en. N'importe où, n'importe quand, faites du compost. Même quand vous êtes en randonnée en forêt et que vous laissez votre peau de banane, il faut la mettre sous une pierre, par exemple. Comme ça, elle se sera décomposée beaucoup plus vite parce qu'elle sera à l'abri, elle ne séchera pas. Mais avant de faire du compost, finir son assiette pour pas gaspiller. D'accord. Et alors moi, dans mon appartement, là, si je veux faire un petit peu de compost, je m'organise comment d'un point de vue matériel? Si j'ai 3 plantes sur lesquelles je veux mettre un peu de compost pour qu'elles s'épanouissent. 3 seaux de fromage blanc empilés les uns sur les autres, troués avec des vers de terre à l'intérieur, et vous avez un lombricomposteur pour pas cher et très efficace. 3 seaux de fromage blanc, 3 pots, tu veux dire, 3 pots de fromage blanc. J'ai l'habitude dans de manger lesquels le fromage on blanc. superpose. Alors on met des trous. On fait des trous dedans, et puis on met quelques vers de terre qu'on aura récupérés. Il y a une association qui s'appelle Plus de Verre, qu'on peut trouver sur Internet, où ce sont des gens qui s'échangent des vers de terre quand ils en ont trop. Et du coup, vous avez des vers de terre gratuits. Et puis, vous rencontrez votre voisin, c'est sympa aussi. Eh bien, merci Vincent. Et une fois que ce podcast sur le compost, pour ne pas dire ce compodcast, sera terminé, promis, je t'invite à partager un verre. Mais pas de terre, celui-ci. À bientôt, Vincent. À bientôt, merci. À présent, on va parler bokashi. Alors quand je dis on va parler bokashi, je rassure ceux qui nous écoutent, ça n'est pas une langue du bout du monde. Vous allez découvrir de quoi il s'agit avec Antonin Padovani. Bonjour Antonin. Bonjour Jérôme. Alors tu es journaliste, spécialiste des enjeux environnementaux. Tu collabores régulièrement à la revue Mouvement Hop, qui met en avant les initiatives solidaires et éco-responsables. Et tu es l'auteur de Bokashi, manuel du compost urbain à la japonaise, chez Rouergue. Alors justement, tu es là pour nous expliquer qu'est-ce que le bokashi et comment ça fonctionne. Le bokashi, c'est un terme japonais qui désigne effectivement un bouillon, quelque chose qui se mélange et du coup ça fait référence à cette technique de compost qui est une sorte de petit bac, une petite poubelle qui fait entre 15 et 20 litres dans laquelle on va mettre effectivement toutes nos épluchures, tous nos déchets organiques et qu'on va mélanger et tasser et recouvrir d'une petite poudre. Et sans air, avec cette petite poudre, ces déchets organiques vont se décomposer et vont permettre d'obtenir un digestat liquide qui va servir d'engrais. Voilà, donc c'est une méthode de compost qui est en train de se développer, notamment parce que dans les espaces urbains, il y a de plus en plus de besoins de trouver des alternatives à des composts dans des petits espaces, dans des appartements. Et voilà, avec les éditions du Rouergue, on a décidé de s'intéresser à cette pratique. Donc ça veut dire qu'en résumant, je vais prendre mes épluchures, par exemple, alimentaires, je vais les mettre à l'intérieur. Et tu parlais d'une petite poudre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ajoute ? Tout à fait. En fait, le principe du bokashi a été créé par un ingénieur agronome japonais qui s'appelle Teruo Iga et qui étudiait ce qu'on appelle les micro-organismes. Les micro-organismes, ça va être des levures, des champignons, plein de petits organismes invisibles à l'œil nu qui agissent au quotidien dans la nature, que ce soit dans le humus des forêts ou dans les sols. Et lui, il a décidé d'essayer de rassembler toutes sortes de micro-organismes qui sont complémentaires et qui vont permettre d'améliorer la dégradation des déchets organiques. D'accord, donc ça c'est un petit supplément qu'on ajoute à ces épluchures et c'est ce qui crée cette décomposition particulière. Tu m'expliquais qu'il y avait un substrat qui était liquide. Est-ce qu'il y a aussi du solide ? Tout à fait. Voilà, c'est pas non plus une solution miracle. Le bokashi, tout ne va pas disparaître miraculeusement, mais disons que l'idée, c'est que donc, grâce à ces micro-organismes, la fermentation va être accélérée. C'est qu'une espèce de compost accéléré en fait, le bokashi. Et donc tout au long de la fermentation, donc en général, on va mettre 1 mois et demi. En moyenne pour le remplir selon la taille de la famille ou des personnes qui l'emploient. Et donc, du coup, tout au long de cette fermentation, on va avoir donc ce petit digestat liquide qui va servir d'engrais ou alors même qui peut déboucher les éviers, qui est assez puissant. D'accord, oui. Oui, c'est très acide. Ok. Et effectivement, à la fin, tout n'a pas disparu, mais ce digestat solide qu'on va avoir, déjà, c'est assez impressionnant parce qu'on va mettre des épluchures d'orange, de melon, des choses qui d'habitude mettent des fois des mois et des mois à disparaître dans un compost traditionnel. Et grâce aux micro-organismes, et bien là, au bout d'1 mois et demi, déjà, on les voit quasiment plus. Et du coup, soit on peut directement utiliser ce digestat comme un compost, c'est-à-dire le mettre dans ses plantations, un peu dans la terre ou dans des pots, soit effectivement, on peut le mettre directement dans un compost et où il va s'épanouir parfaitement.
c'est assez valorisant pour une personne qui s'embarque dans ce genre d'aventure, qui s'y connaît pas forcément, parce que c'est un peu le public qu'on recherche, des gens urbains qui ont envie de renouer un peu avec une pratique plus un peu naturelle. Et là, voilà, on va avoir effectivement cet engrais qui est assez efficace pour les fleurs, qu'il faut bien diluer. Je le dis aux gens qui l'utilisent, c'est très puissant, quoi. Moi, l'idée dans ce bouquin, c'était vraiment de dire aux gens, voilà, le bokashi, c'est une méthode. C'est une alternative, en fait. Voilà, et voilà, ça ne vous empêche pas de peut-être trouver un compost de quartier ou quelque chose comme ça pour aller plus loin dans la démarche, pour si vous avez trop de digesta, le partager avec des gens. Enfin voilà, quand on a un appart de 16 mètres carrés, on ne va pas utiliser tout le liquide et tout son digesta pour ses plantations. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment une première approche pour essayer de rentrer dans une dynamique un peu collaborative sur ces sujets-là. D'accord, très bien, c'est intéressant en tout cas. Et donc on achète ce bokashi, on l'achète dans le commerce, on peut le fabriquer soi-même? Alors il y a plusieurs solutions. Donc effectivement, la plus facile, c'est effectivement de se rendre dans un magasin, donc souvent dans des jardineries ou même certains magasins bio maintenant commencent à en proposer. Donc on va trouver des bacs en plastique qui sont quand même, ils vont être utilisables plusieurs années et qui sont très efficaces, où il va directement y avoir le petit robinet et tout ce qu'il faut. Pour le bokashi. Moi, dans le livre, j'ai quand même tenu à faire en sorte que les sensibilités plus do it yourself puissent être représentées. On a mis un tuto. On peut fabriquer son propre bokashi avec des bacs de récupération, avec un peu d'huile de coude et de technique. Et le seul truc qu'on peut pas faire soi-même, c'est les micro-organismes efficaces. Alors on trouve ça où justement? Et donc ça, voilà, pareil, on va les trouver dans les jardineries et dans les magasins qui apprécient ce genre de sujet. Bon, c'est super, alors merci. Comme à la fin de mon repas, quelquefois on prend un petit digestif. Alors là, j'ai vu que tu m'avais emmené un petit peu de digesta. Je suis désolé, je vais décliner pour aujourd'hui. Merci en tout cas à toi d'avoir éclairé notre lanterne. Merci Antonin. Merci à vous pour l'invitation. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.